Voilà, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire 10 du cluster EdTech Grand Ouest. Ce mercredi, nous partons à Lamballe à la découverte de la société Evolude et de Suzon Bosson qui nous fait la joie d'être parmi nous, nous partager son retour d'expérience assez extraordinaire pendant le Covid. Elle a donc déployé avec sa créativité et son énergie un jeu pour faire connaître le virus. Ce jeu a fait le buzz, peut-être certains d'entre vous l'ont vu sur les réseaux, et on est particulièrement content que tu nous partages ton retour d'expérience. Quelle a été peut-être ton intuition de départ, puis après le process que tu as mis en œuvre, et puis ce que tu retiens de cette belle expérience et qui pourrait nourrir nos réflexions et celles des membres du cluster EdTech Grand Ouest qui écouteront en replay notre échange. Super. Merci en tout cas de m'avoir invité à parler de ça. Le début de l'histoire, en fait, c'est que donc moi, j'ai repris des études cette année. Ça fait 14 ans maintenant que je travaille sur le jeu dans la pédagogie. Comment est-ce que on apprend mieux en jouant? Donc ça fait 14 ans que j'ai créé mon premier jeu. Et puis et cette année, j'ai repris des études avec un DU qui s'appelle Apprendre par le jeu. Premier week-end de confinement, j'ai un des membres de la promo avec qui je m'entends assez bien, qui me dit: oh là là, si on passait le week-end à créer un jeu juste comme ça pour s'amuser, un mini game jam virtuel. Voilà. Donc ça, c'était l'idée de départ. On s'est dit OK. On s'est réunis en visio. Et puis, il y a eu deux idées qui ont émergé, et notamment, l'idée de départ, c'était de ce premier week-end du confinement, si on se replace, les gens, ils avaient vraiment une image du virus. On voyait bien qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était que le virus. Il y avait énormément de fake news, d'informations qui circulaient sur les taux de propagation, la courbe épidémiologique. Enfin voilà, c'était vraiment, il y avait vraiment à boire et à manger dedans. Et on s'est dit bon, bah nous, ce qui nous ferait plaisir, c'est de travailler sur diffuser de l'information réelle avec enfin, voilà, sur le virus, que les gens puissent s'approprier ça. Et puis on avait aussi comme cible les enfants, en se disant les enfants, on a besoin de leur en parler, mais de manière non anxiogène, voilà, de manière assez safe. Donc comment est-ce qu'on fait pour parler de ça? Enfin voilà, quel jeu on met en place? Ça, c'était le constat de départ. On a réfléchi, une soirée, on a phosphoré un petit peu, et ça, c'était quand? Ça devait être le vendredi soir. Le samedi matin, on a moi, j'y ai réfléchi, j'étais confinée avec un des co-auteurs, on est quatre au final, et on s'est dit ok, il faudrait faire ça, 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 un jeu de plateau pour voir la progression de la courbe épidémiologique, que les gens se rendent compte que le confinement il sert à quelque chose, pour aider aussi à faire respecter. Enfin voilà. Donc on a posé nos objectifs, et puis après on a phosphoré. Et le lendemain, on a Mathieu qui est arrivé en me disant bon, ben moi j'ai une idée, voilà, je veux un plateau et je vous propose un plateau avec voilà. Il est arrivé avec vraiment un niveau à peu près zéro du prototype, parce que dans la démarche de création de jeu, on fait plein d'étapes, et c'était des formes, des ovales sur une feuille. Et moi, j'ai joué avec des pois cassés, hein, la première version. Mes pions, c'était des petits pois cassés et des pâtes de riz. Et on s'est dit, OK, c'est chouette, c'est exactement ce que moi, j'avais dans la tête. Il l'a mis en forme de plateau, et voilà. Et donc, on a travaillé là-dessus en se disant, c'est plutôt un projet pour nous, mais on le fait en mode vraiment travail. Donc, la première étape, si je récapitule comment est-ce qu'on crée, ben, on est vraiment sur définir les objectifs, quels sont les messages clés, et qu'est-ce qu'on veut passer par le jeu, qu'est-ce qu'on veut que les gens, là en l'occurrence c'était un jeu pour comprendre la propagation du virus, et puis être en capacité de comprendre les mesures du confinement,
donc le confinement, mais tout ce qui allait avec, et de voir l'impact sur la courbe épidémiologique pour pouvoir éprouver vraiment l'impact d'un confinement, des gestes barrières, de la distanciation, enfin voilà, pour voir qu'est-ce que ça avait comme impact sur la propagation du virus. Mais alors, Et une votre fois, première intuition, c'était d'abord d'expérimenter un jeu pour cette situation inédite. Et après, vous avez processé avec c'est votre ça, savoir-faire, avec un objectif pédagogique, et vous avez c'est ça. passé cette étape de phosphoration et d'intuition. Vous êtes passé sur un process qui est le vôtre C'est pour ça. monter un jeu En pédagogique. fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment, on a regardé ce qui se passait autour de nous et on s'est dit, voilà, nous, effectivement, on constate, on est tous d'accord pour se dire qu'il y a un manque d'information. En tout cas, c'est pas qu'il y a un manque d'information. Les gens ont du mal à s'approprier les informations sur le virus et nous, on veut qu'ils soient en capacité de se dire, voilà, ça, c'est des informations justes, je l'ai éprouvé, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Donc ça, c'était notre constat de base. Et après, effectivement, on a mis la méthode en place pour créer le jeu. Et je pense qu'on l'aurait pas créé si LinkedIn n'avait pas existé, parce que à la base, on savait pas trop comment ce serait fait, mais en tout cas, on s'est dit, on y passe un week-end, on réfléchit, on crée un concept, et puis on s'arrête là. Et au final, j'ai posté un post LinkedIn le dimanche soir en disant tiens, voilà comment on s'occupe. Voilà. Et on a eu un nombre de réponses incroyables, de commentaires. Voilà, donc on s'est dit oh, mais en fait, ça intéresse vraiment les gens. Il y a vraiment une demande dessus. Il y a vraiment des gens qui ont besoin d'en parler autour d'eux. Allez, on va le faire vraiment. Et on ne va pas s'arrêter à l'étape de on a créé une mécanique de jeu et on passe à l'étape projet vraiment. Donc au final, on a continué à élaborer les règles et puis on a vraiment avancé dans le projet et on a recruté aussi parce que on savait à la base on voulait faire un jeu print and play. Donc un jeu print and play, c'est un jeu imprimable à la maison et puis voilà, je joue avec du papier, j'ai besoin juste d'une imprimante. Et donc, il nous fallait quand même quelque chose qui donne envie de jouer. Donc, on a recruté des graphistes. On a 3 graphistes qui ont travaillé avec nous. On a recruté, alors dans l'équipe je peux présenter les co-auteurs. On a, Peut-être simplement qu'on voit bien le process. Donc, ouais, l'intuition de départ, la définition des objectifs. la définition des Ouais. objectifs, la conception des règles. Oui, Et, avant la conception des règles, il y a une phase de créativité vraiment. Parce qu'il y a déjà eu un premier prototype de ce que tu nous dis. C'est ça, c'est ça. En fait, il y a vraiment une phase de créativité où ça brainstorm beaucoup. Alors, on fonctionne pas pareil, hein. Moi, j'ai vraiment les mécaniques dans la tête qui sont. Je vais pouvoir dire, ah, moi, j'imagine que ça, je pourrais le représenter avec des pions. Imaginer des pions qui se déplacent de zone en zone, et puis voilà. Alors que d'autres vont plutôt agir avec un côté ah, dans tel jeu, il y a telle mécanique. Si on prenait cette mécanique, et ils vont se faire référence à des jeux en disant on pourrait faire un peu comme dans tel jeu. Mais il y a vraiment une phase de on va s'inspirer, on va regarder ce qui se fait. C'est une phase de créativité classique hein, où on met tout. Et pour le coup, le fait d'être 4, c'est très agréable, c'est riche. Voilà, ça a été vraiment une belle phase. Comment s'appelle cette phase jusqu'à arriver à un prototype? C'est la phase On est vraiment dans une phase de créativité. Enfin, en tout cas, nous, on l'appelle créativité et ensuite prototypage, parce qu'on passe très très vite à la phase de prototypage pour que on puisse tester tout de suite les mécaniques de jeu. C'est assez alors, il y a l'expérience qui joue beaucoup. Hein. Ça va pas avec ou ça va pas marcher. Il faut ajuster comme ça. Mais n'empêche qu'on ne peut pas se passer de prototypage. Donc, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on a une idée, qu'on se dit voilà, ça devrait à peu près fonctionner, on teste tout de suite. C'est pour ça que je disais avec des poids cassés et des impressions crayons, c'est qu'en fait, on a besoin de se représenter ce que ça donne vraiment. Et après, il y a toute une série, on ajuste en permanence, c'est-à-dire on va
On crée 3 nouvelles cartes, on reteste, on enlève, on essaye avec un peu moins de pions, avec un peu plus de pions, avec un peu moins de maisons. Enfin, voilà, il y a vraiment une phase d'ajustement. Et plus le jeu est un jeu, en fait, il y a 2 techniques à ce moment-là. Soit on teste, soit on fait des calculs savants quand il y a des statistiques. Là, en l'occurrence, on peut utiliser les maths. En l'occurrence, nous, on part avec un plateau avec 60 pions dessus qui vont se déplacer. On peut faire des matrices mathématiques qui vont calculer les déplacements pour nous dire, à chaque fois qu'il y a un déplacement, il faut qu'il y ait 2 pions qui se déplacent et pas 3 et pas 1. Parce que statistiquement, ça donnera pas le même résultat sur le plateau. Donc, soit on le modélise, on fait des modèles mathématiques. Chez nous, on n'a pas fait ça. Comme on est très joueurs et on est tous créateurs de jeux, on s'est dit, OK, on se fie à notre expérience aussi et on a testé et ajusté sur. Mais il y a vraiment ces 2 écoles, c'est-à-dire soit du test très très rapide et en permanence en fait dès qu'on fait évoluer, ou alors le côté mathématique qui enlève une partie de test. Et puis après, c'est de la modélisation mathématique sur des… Voilà. Puis après, la phase de réalisation et de graphisme. C'est ça, c'est ça. Et une fois qu'on a… Alors après, mais un peu tôt, mais une fois qu'on a vraiment la mécanique de jeu, on a une phase de rédaction de règles. Et la phase de rédaction de règles, elle a l'air de rien souvent à l'extérieur. Je vois bien, moi, les clients pour lesquels je prépare les jeux, les règles, une fois que le jeu est créé, c'est facile. Non, ce n'est pas facile, les règles. C'est extrêmement complexe de réussir à expliquer par écrit des process pour qu'à la fois ce soit compréhensible, synthétique, parce que des règles de 25 pages, moi je les lis, mais je suis joueuse, mais beaucoup de gens ne les lisent pas. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à simplifier, que ce soit suffisamment étayé, qu'il y ait suffisamment d'infos, mais pas trop. Voilà, donc les règles, c'est un vrai travail. D'ailleurs, on a un des co-auteurs, c'est un cas d'école, qui avait rédigé des règles sur une page. Ça tenait en tout petit, mais sur une page. Et on a fait un alpha test avec des personnes extérieures. Donc les premiers testeurs, c'est nous. Et puis ensuite, on va étendre. On pourrait vraiment symboliser, c'est des cercles pour les tests. On a un premier cercle, c'est les proches, les auteurs d'abord, puis les proches qui sont habitués à tester les jeux. Et puis après, on a un troisième cercle de testeurs qui vont être des gens de notre connaissance à qui on peut demander, mais qui ne sont pas habitués à tester des jeux. Parce que c'est des retours d'expérience qui sont vraiment importants pour nous. Et une fois que ça s'est passé, là, on passe à du test en grand nombre pour voir comment c'est réceptionné, voilà, et puis ajuster les dernières modalités de règles. Et donc, notre alpha test, c'est-à-dire quand on est passé au cercle, non plus nous auteurs, mais tests de gens qui ne connaissaient pas vraiment les jeux, deuxième et troisième cercle en même temps, le retour, il a été catégorique. On a eu un grand joueur qui nous a dit « Je vous jure, je sais lire des règles, je comprends rien à vos règles, je ne peux pas jouer. » Et les personnes qui jouaient très peu, qui m'ont appelé en me disant je comprends pas, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas comment jouer. Donc, comme quoi, des règles, pour autant, c'était un des auteurs qui les avait écrites, ça se fait pas comme ça, quoi. Donc, il y a vraiment eu après une phase de règles. Moi, j'ai dû passer 8 heures à écrire les règles. Alors les règles font 8 pages, donc avec de la création graphique pour illustrer, choisir les illustrations dans les règles pour bien expliquer les types de déplacements et prévoir tous les cas particuliers. Donc voilà, une phase d'écriture de règles et puis ensuite, une fois que les règles sont écrites, on passe au bêta test et là on a fait un appel à candidature sur LinkedIn où on a demandé aux gens qui avaient envie de tester. On leur a demandé de s'inscrire sur une plateforme. Et puis, quand on a eu fini les règles, on a diffusé et on a fait des envois de 2 types de règles différentes. Parce qu'on hésitait sur une modalité de jeu. Donc, on a vraiment… c'est l'occasion, en fait, de faire tester et de voir quels sont les meilleurs retours. Donc, on a testé 2 règles. Et au retour, on a corrigé. On a choisi une des versions. On a ajusté quelques éléments et dans ces premiers retours, on a eu la suggestion, alors nous on le savait, mais ça a été confirmé par le test,
on sentait qu'il fallait une version digitale. Et les retours du test ont été nous ont confirmé qu'il fallait une version numérique du jeu, que c'était un vrai atout. Donc, on a à se dire, on continue la version print and play, mais on se pose la question de comment est-ce qu'on développe une version digitale. Si je reprends les Pour étapes nous depuis le début. situer dans le temps de l'intuition du premier week-end Ouais. jusqu'à le test grandeur nature, disons pour que le système fonctionne à imprimer à la maison, il y a eu combien de temps qui se sont déroulés? 5 semaines, je dirais. Ok. C'est la Ouais. moyenne quand tu vas chez des clients, c'est à peu près ça? Alors, ouais, on a fait 4-5 semaines. On a été vraiment vite. On a Ok. été vraiment vite. On y a passé, enfin, vite et pas vite. Ce qui était compliqué, c'est qu'on était 4 co-auteurs. Je pense que ça, pour nous tous, c'était une grande première. C'est qu'on est habitué à créer des jeux tout seul. Donc, on est tout seul dans notre tête et on crée. Le processus créatif, c'est pas le même quand il faut s'adapter. C'est pas notre jeu en fait, c'est un jeu collectif. Donc ça a été une contrainte pour nous qui était très riche, hein, mais c'était une contrainte. Et c'est une moyenne basse, on va dire, parce que on a démarré vraiment tout de suite sur la créativité à 4, en fait, on a été on a créé un jeu qui est très complexe en 4-5 semaines. On va dire que c'est le temps, 4-5 semaines pour avoir un prototype, c'est un temps tout à fait réaliste pour un jeu, on va dire simple, sans ces fameux calculs mathématiques, sur des jeux de cartes, sur des jeux, on peut même réduire ce temps. Là, j'ai des contrats où on va être sur des escape games pédagogiques, on est ouais, j'ai prévu entre 4 et 6 semaines pour avoir quelque chose de testable, un scénario rédigé, etc. Et sur des jeux, j'ai fait moins. Là, j'ai créé, pour Rennes Métro, on a un jeu et 8 semaines après, le jeu devait être édité. Autant dire qu'une édition en 5000 exemplaires, il y a des délais d'impression incompressibles. J'ai été très très vite sur la création. J'ai fait 1 semaine de création, 1 semaine de test et puis c'est parti à l'édition. Alors, moi, j'aurais On peut réduire, mais pas trop. Dis-moi. Pour situer bien, donc je pense qu'on a bien compris le process et ses différentes étapes. Au final, vous êtes arrivé à un jeu stratégique, assez complexe d'après ce qu'on comprend. Est-ce que tu pourrais nous repositionner ces différents types de jeux? Est-ce que serious game, jeu plateau, jeu complexe, jeu simple, et de voir dans ce panorama des jeux quels sont ceux qui ont des vertus pédagogiques et notamment des vertus d'engagement Ouais. intéressantes. Alors, dans les jeux, il existe un jeu, alors, comment faire simple? Un jeu, il en existe plein et il y a des différences sur les modalités de jeu. Donc, les modalités de jeu, c'est est-ce que c'est un jeu de compétition? Donc, je vais jouer contre les autres joueurs. Des jeux de coopération. On va jouer tous ensemble contre le jeu, donc contre la mécanique de jeu. Je peux vous donner des exemples à chaque fois. Un jeu de compétition, alors le plus connu, on va dire, ça peut être, je sais pas, moi, les échecs, par exemple. C'est un jeu de compétition, tout le monde connaît. Mais la bataille, la plupart des jeux auxquels on a joué quand on était petit, c'était des jeux de compétition. Aujourd'hui, se développent donc les jeux de coopération. Là, j'en ai sous les yeux. Vous avez Unlock, par exemple, une coopération où tout le monde joue ensemble pour résoudre une énigme en moins d'1 heure. Vous avez L'île interdite, Anabi, tout ça sont des jeux où on va jouer contre la mécanique de jeu. Et puis après, il y a des jeux de coopétition. La coopétition, c'est on va être en coopération dans des équipes, et en même temps, on a un objectif de compétition par rapport à d'autres. Des jeux qui sont un petit peu compétitifs, ça pourrait être Loup-garou, qui est souvent connu, où en fait je joue pour moi, mais je joue contre l'autre équipe, mais en même temps j'ai mon groupe, soit je suis loup-garou, soit je suis villageois. Donc voilà, c'est des jeux de coopétition. La modalité, elle dépend. Toutes les modalités sont pédagogiques en fait, potentiellement, mais elles vont se prêter
elles vont être plus ou moins adaptées soit à notre objectif pédagogique, soit aux équipes à qui on va proposer ces jeux. Aujourd'hui, un jeu coopératif et compétitif d'ailleurs, on le vend en poupe en entreprise parce qu'on cherche de la cohésion de groupe, on cherche ça. Mais c'est pas toujours intéressant. La compétition, elle a des vraies vertus et elle amène, ce que tu parlais de motivation, il y a des joueurs pour qui la compétition, c'est un vrai élément de motivation pour s'engager dans le jeu et pour donner le maximum de soi. Juste être face à un groupe, c'est pas toujours suffisant. Être avec un groupe face au jeu, c'est pas toujours suffisant pour motiver certains. Donc, moi, j'aime beaucoup les jeux de coopétition que je trouve intéressants parce que chacun s'y retrouve en fait. Mais après, voilà, ça dépend du sujet. Donc ça, c'est les modalités. Et puis après, il y a les mécanismes de jeu. Et dans les mécanismes de jeu, on va retrouver, je sais pas, peut-être une 20, 30, je vais pas les lister, mais mécanique de jeu. Par exemple, je vais avancer. Dans le jeu, je vais me déplacer et ça va être un jeu de déplacement. Je peux avoir des mécaniques qu'on va appeler stop ou encore. Ça va être typiquement le 4-20, peut-être pas le 4-21. Je ne sais pas jouer au 4-21, mais des jeux genre Picomino. Alors, je ne sais pas si c'est très connu, mais c'est très bien pour les enfants, Picomino. Pour tous ceux qui ont des enfants qui doivent apprendre à additionner et à multiplier des petits nombres, donc 6-8 ans, c'est parfait, Picomino. Ça fait réviser les maths en jouant sans qu'ils aient du tout l'impression de travailler. Donc, c'est un jeu où on va lancer des dés et le joueur va décider de s'arrêter, de jouer avec ce qu'il a obtenu comme lancer de dés ou de continuer, de relancer toute partie des dés. Donc, on est vraiment sur du stop ou encore. Il y a le côté prise de risque. On va avoir des mécaniques, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme d'argumentation, de négociation. Enfin voilà, il y a tout un panel. Je pense qu'on peut aller une trentaine de mécaniques. Et puis après, les jeux, ils sont construits. Il n'y a pas des centaines de mécaniques, mais on va pouvoir les associer. Et là, pour le coup, ça peut créer des jeux très complexes quand on associe ces mécaniques. Par exemple, un jeu de déplacement avec un jeu de bluff, avec un jeu et de l'argumentation, et en même temps, je dois déplacer des pions. Enfin, voilà. Des mécaniques qui sont très utiles dans les jeux pédagogiques, par exemple, ce sont des jeux de programmation. Les jeux de programmation, c'est je vais planifier un tour, enfin même plusieurs tours de jeu, par exemple avec des cartes, et je ne peux plus toucher à ma programmation. Je vais dévoiler au fur et à mesure mes cartes, tout le monde ensemble, et on voit ce que chacun a programmé, qu'est-ce que ça donne ensemble. Et ça, c'est sur ce qui se dans cette passe phase dans de le jet ou quand on a créativité. des plans. Et c'est dans cette phase de créativité que vous assemblez toutes C'est ça. ces différents types C'est ça. pour créer la mécanique, pour reprendre le terme que tu utilises, la mécanique propre du jeu. C'est ça. C'est ça. La mécanique, ça va être, en tout cas, le jeu va être un assemblage de mécaniques avec des temporalités, parce qu'on peut les associer ensemble, on peut les temporiser, on peut avoir des phases de jeu, mais au final, on va toujours utiliser toutes ces mécaniques-là. On va pouvoir faire varier des choses, je sais pas, moi, par exemple, le nombre de pions que je déplace. Bien sûr, c'est une variable, mais au final, c'est toujours un jeu de déplacement. Donc, les mécaniques sont toujours les mêmes. Et cette phase de créativité, alors on peut... c'est un entraînement, c'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre à faire des jeux en se disant très bien, je vais commencer à prendre un jeu que je connais et puis je vais changer une des mécaniques. Donc ça, c'est des process créatifs qu'on peut utiliser pour permettre d'acquérir à la fois d'autres mécaniques de jeu et en même temps, apprendre à jongler et avoir l'impact d'une mécanique sur un process de jeu déjà créé. Donc ça, c'est intéressant de s'habituer en fait à manipuler ces données-là. Alors, je vois qu'il est déjà 9h30. On t'écouterait Vas-y. bien longtemps sur tout ça. Ça me donne envie de jouer, en tout cas moi, à titre personnel. Dans le cadre de nos webinaires, c'est intéressant pour le cluster et les adhérents que tu nous partages tes préconisations suite à cette expérience assez inédite. Qu'est-ce que tu retiens, toi, à titre personnel et professionnel de cette création du jeu pendant ce temps de confinement et qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager comme préconisation? Alors,
juste avant, je vais faire le parallèle avec. Donc, j'ai parlé beaucoup du print and play sur la démarche. C'est à peu près la même en digital, hein. Donc, créativité, ensuite des prototypes jusqu'à temps qu'on ait quelque chose qui tienne la route, puis des prototypages avec des tests, hein, alpha test, bêta test, voilà, la rédaction des règles, et puis ensuite le côté graphisme, voilà, et création des supports annexes. On va dire, nous, on avait un support de débriefing qui a été fait par un médiateur scientifique et qui servait avec des questions. C'est-à-dire, on avait un support et ça fait partie des retours, en tout cas, qui a été très riche. C'est qu'on a un jeu qui est ce qu'on appelle un jeu autoporté, c'est-à-dire un jeu qui n'a pas besoin, et c'était une de nos contraintes de départ, un jeu qui n'a pas besoin d'être animé par un formateur ou par un animateur pour être joué et pour être utilisé pédagogiquement. Du coup, on a créé un support de médiation qui donne des informations scientifiques, mais qui aussi pose des questions et incite les gens, comme le ferait un animateur, à avoir un retour sur leur partie. Voilà. Ça, c'était intéressant parce que les jeux autoportés, c'est compliqué à créer. Souvent, on se repose sur l'animateur. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des jeux pédagogiques, ils ont non pas des règles, mais des guides d'animation. C'est-à-dire que c'est l'animateur qui a l'information de comment on joue, et puis surtout, il a aussi un guide de quelles questions poser, à quel moment du jeu, pour faire monter les gens en compétences. Parce qu'un jeu pédagogique, pour qu'il soit efficace, il s'inscrit vraiment dans une séquence. C'est-à-dire une partie introduction, un brief sur une contextualisation, le jeu et un débriefing. Et sans ces 3 étapes, et particulièrement le débriefing, sans le débriefing, un jeu pédagogique, ça n'existe pas et c'est pas très efficace. Parce que le nombre de personnes qui sont en capacité de tirer des enseignements de ce qu'ils viennent de vivre n'est pas très important. Et même quand on est en capacité de se poser des questions et de prendre du recul, eh ben, on n'est pas assez exhaustif finalement et on passe à côté de messages et puis on ne se voit pas dans sa pratique. Donc, c'était vraiment le challenge de se dire quelles sont les questions clés qui vont me permettre d'avoir un jeu autoporté. Et puis, quand on est passé à la version digitale, on a voulu, donc la destination de notre jeu digital, il était non plus le grand public, enfin en tout cas pas les enfants, c'était plutôt des familles et on l'a surtout fait en fait pour que ce soit utilisé en classe par les enseignants pour faire de la médiation après, puisqu'on a eu fini le jeu finalement et la partie digitale à peu près au moment du déconfinement et on l'a fourni. Donc il y a beaucoup d'académies qui ont diffusé le jeu en interne auprès de leurs enseignants pour que ce soit utilisé en tant que support de médiation. Donc on avait déjà le support papier avec les questions, mais on avait vraiment envie de créer un guide d'animation. Donc on a une équipe qui a travaillé sur la rédaction de comment l'introduire, comment on parlait aux élèves et comment est-ce qu'on pouvait débriefer aussi sur ce qui s'était passé dans le confinement. Enfin voilà, avoir vraiment un débriefing poussé et à destination des enseignants pour les enfants. Donc ça fait partie des points de vigilance, en tout cas, et des retours d'expérience. C'est pas simple à faire, mais c'est possible. Et puis de vraiment soigner ce support-là. Peut-être dans les choses qui m'ont paru importantes, c'est en fait on a quand on est passé à la version digitale, on s'était dit que c'était bien, on a eu des retours comme quoi c'était plus que bien et que ça serait vraiment chouette d'y penser. Dans le cas présent, ça nous faisait économiser du temps de manipulation au profit de temps de choix. Un jeu pédagogique, s'il y a un message peut-être aux personnes qui n'en ont jamais créé, un jeu pédagogique efficace, les meilleurs jeux, ce sont des jeux qui travaillent sur des processus de choix, c'est-à-dire la possibilité de tester quelque chose et d'avoir un retour pendant le jeu sur l'efficacité de ce qu'on a mis, du choix qu'on a fait, de la stratégie qu'on a décidé de mener. C'est ce retour d'expérience qui est développé dans beaucoup de littérature. Hein. Si on prend juste Stanislas Dehaene sur comment est-ce qu'on apprend, les 4 piliers de l'apprentissage, un des piliers, c'est le retour sur l'erreur, le retour d'information, la boucle d'information, il appelle ça. Et c'est vraiment comment j'agis et qu'est-ce que est-ce que le retour sur mon action est positif ou négatif. Et c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que les bébés apprennent
en essayant d'attraper, ah ben non, j'attrape pas, etc., jusqu'à temps qu'ils arrivent à attraper. Ben là, c'est pareil, dans un jeu, en fait, ça accélère ce processus de retour d'information. On a tout de suite, on sait si c'est bon ou pas. Et en l'occurrence, le jeu papier, le print and play, pour nous, on avait beaucoup de temps de manipulation et moins de temps de choix. Le digital, il nous a vraiment permis d'optimiser, de réduire tout cet temps de déplacement et de se concentrer sur qu'est-ce que je choisis et l'impact des mesures que je mets en place dans le jeu. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la courbe épidémiologique? Donc, on a optimisé cette boucle d'apprentissage, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un apport du digital. Et, voilà une bonne nouvelle pour la communauté. Ouais. Chacun peut le retenir. Merci. Il y a des super, enfin, il y a des limites au digital, mais il y a aussi des super, il y a des super avantages. Hein. Là, en l'occurrence, je pense que le jeu est meilleur en digital que en print and play. Et pourtant, je prône le côté sensoriel, partage d'expérience avec un jeu physique. Dans les choses, dans la création qui ont changé quand on est passé dans le digital, c'est que on avait des idées on avait toujours des cartes à écrire, on était en finalisation de la version print and play et on passait aussi dans la version numérique. Et du coup, ça a conditionné notre création de jeu parce qu'on a tenu compte des contraintes du digital, du numérique dans la création des cartes. C'est-à-dire que en fait, quand on traduit des règles pour du numérique, il faut, c'est ni plus ni moins des ordres et des conséquences et comment ça va se représenter, comment je vais pouvoir programmer. On a la chance d'avoir un programmeur un développeur qui n'a jamais vraiment développé, mais qui est ingénieur informaticien dans notre équipe de co-auteurs. Et du coup, lui, il a filtré, il nous a mis des points de vigilance vraiment sur attention, à tel moment, cette carte-là, par exemple, elle est trop compliquée à mettre en œuvre sur du numérique. Ça va augmenter notre coût en temps et sur le numérique. Donc, on va réduire et on va changer cette carte pour qu'elle soit plus facile à mettre en numérique, à programmer. Donc, on en a vraiment tenu compte et je pense que c'est un point de vigilance à avoir. C'est-à-dire que transposer un jeu de plateau, jeu de cartes, peu importe, un jeu analogique en jeu numérique, c'est toujours faisable, on va dire, mais le coût n'est pas le même si on l'a pas anticipé dès le départ. Donc, si j'ai un conseil là, c'est de se dire, au moment de la création, c'est bien de savoir comment va être diffusé le jeu. Et si vous avez un projet d'avoir une version numérique derrière, parce que ça optimise, parce que c'est plus diffusable, commercialisable, peu importe, et ben d'en tenir compte dans la phase de création, c'est important. Parce que sinon, vous allez avoir un jeu qui va être très coûteux en temps, en énergie, en argent, peu importe, mais il va être très coûteux à développer en numérique. Voilà, donc ça, c'est j'en ai retenu. Voilà, tous ces conseils à la communauté. Pour notre dernier temps de travail, je vous propose de passer le micro à nos participants, peut-être qui puissent réagir autour de la question qu'est-ce que ce retour d'expérience vous inspire pour vos métiers, pour vos projets pédagogiques et EdTech. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Claire, je vais prendre la parole si ça te convient. Parfait, c'est à toi. Merci Susan, parce que c'était vraiment très très intéressant et moi ça m'amène aussi des idées, des envies en se disant finalement ce format Game Jam ça a l'air assez efficace pour je fais du teasing, je pense qu'on va en organiser un. J'ai très envie d'en faire un à la fin d'année. Mais bon, c'est difficile pour moi de venir sur Rennes. On trouvera des solutions. En fait, la question que j'ai posée, c'est plus sur justement les contenus. Est-ce que c'est facile à faire évoluer? Parce qu'on voit en plus que sur le Covid, on apprend tous les jours et que même si j'imagine, parce que je ne l'ai pas testé, mais que le jeu est essentiellement sur les gestes barrières et non, pas seulement. Non, pas trop, justement. Voilà. La question, c'est comment on fait évoluer les contenus avec finalement les nouvelles connaissances scientifiques qui sont apparues depuis. Alors,
ça dépend beaucoup des objectifs qu'on a. Sur nous, en l'occurrence, c'est assez simple à faire évoluer, mais c'est intéressant de le prendre en compte en amont. C'est-à-dire quand on sait qu'il va y avoir des évolutions, on peut pressentir, alors à moins de se tromper vraiment, mais on peut pressentir sur quoi il va y avoir des évolutions. Et en l'occurrence, en tenir compte dans la phase de création du jeu. Typiquement, nous, ce qu'on va tester, c'est pas tant les gestes barrières, c'est la mise en place de mesures. Donc, on avait déjà un panel assez large de mesures à mettre en place parce qu'on a été sourcer toutes les mesures qui avaient été mises en place dans d'autres pays. Donc, on avait déjà quelque chose d'important. Et puis après, ça, en fait, on peut rajouter des cartes et proposer des scénarios. Pour chaque carte mesure, par exemple, admettons que demain il y ait la France qui, je sais pas, alors on l'a comme carte, mais admettons on rajoute une quarantaine à l'entrée dans le territoire. On l'avait déjà puisque c'était en Angleterre, c'était le cas. Voilà, on peut rajouter une carte. L'intérêt, c'est juste de la produire, de la traduire en éléments de jeu cohérents avec ce qui se passe déjà dans le jeu, et ensuite on peut l'injecter. Là encore, il faudra une phase de test pour voir la répercussion de cette carte sur l'équilibre du jeu. Il y a toute une phase d'équilibrage qui est permise par les prototypes. En tout cas, on peut intégrer facilement, quand c'est prévu au départ, des choses. On peut intégrer, nous, dans les fiches, dans la médiation, les apports, et d'ailleurs, on les a déjà changés sur les taux de transmission, etc. Le R0, ce qu'on appelle, j'ai appris plein de choses sur le Covid. Le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes à qui une personne contaminée transmet le virus. Ce R0, il a beaucoup varié en fait pendant le confinement, mais il continue encore aujourd'hui. Il y a des débats scientifiques. Donc ça, pour nous, c'est facile à faire évoluer. On ne pourra pas avoir de répercussions. Aujourd'hui, on a calé sur quelque chose qui était un R0 moyen pour que le jeu soit cohérent. Mais tu vois, typiquement, là, on ne pourrait pas ajuster parce que l'équilibre du jeu dépend du nombre de contaminations, enfin voilà, de X pion contamine X pion. Donc ça, même si demain en fait, il faudrait repenser tout l'équilibrage du jeu. Donc ça, c'est pas facile à faire évoluer. Par contre, des mesures qui est le contenu pédagogique du jeu, l'impact des mesures et la progression de la courbe épidémiologique, ça, on peut le faire varier sans trop de difficultés. Donc nos objectifs, en fait, on les a faits pour qu'ils soient évolutifs potentiellement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais ouais, très bien, merci. En tout cas, à prévoir dès le début du jeu, quand il y a des évolutions possibles. Sinon, après on se retrouve vite coincé. D'accord. Et plus généralement, j'ai une question, puisqu'en plus tu suis le DU Apprendre par le jeu. Moi, je suis toujours assez circonspecte sur l'impact pédagogique d'un jeu. Parce que j'ai le sentiment que, et notamment, enfin, c'est peut-être plus les mécanismes de gamification d'ailleurs que les jeux. Mais c'est vrai que moi, pendant la période du confinement, j'ai plutôt assuré la continuité pédagogique à la maison. Ouais. Et effectivement, parmi toutes les applications pour les enfants, il y a beaucoup de choses qui relèvent plus du jeu que de la pédagogie. Ouais. Et je trouve que c'est toujours un équilibre difficile à trouver. Et je voudrais avoir ton feedback là-dessus. Alors, je vais redire un truc que j'ai dit, c'est-à-dire que pour qu'un jeu soit vraiment efficace, il faut une médiation. Donc, il faut vraiment, enfin, autoporter c'est bien, mais en fait, c'est pas le plus efficace. Il faut une médiation avec un débriefing, voire des interventions pendant le jeu. Voilà, donc ça c'est essentiel. Et puis un jeu pédagogique après moult années de réflexion, et le DU me le confirme cette année, enfin en tout cas ma réflexion dans le DU me le confirme, c'est qu'un jeu c'est efficace pour tester, enfin pour améliorer des savoir-être et éventuellement quelques savoir-faire stratégiques, de gestion de l'information, des choses comme ça. Mais c'est pas le meilleur moyen d'acquérir des connaissances, clairement. Il y a bien mieux. De la pédagogie active, c'est beaucoup plus efficace que des jeux. Le jeu, c'est pas la panacée. C'est pas c'est super. Enfin, c'est un outil absolument merveilleux, mais effectivement bien utilisé et pour des
pour travailler en profondeur. Typiquement, pourquoi je parle des savoir-être? Parce que quand on joue, on a ce côté motivation. Alors, je parle pas des jeux, je vais être critique. Ça ressemble à des jeux, justement, des jeux de quiz, hein, des jeux de loi, des jeux où on est en général sur de l'acquisition de compétences et où l'intérêt du jeu, franchement, pour moi, il est quasi nul. Mais on est bien sur de l'entraînement et maintenir la motivation. Quand je vous parlais tout à l'heure de compétences, ça peut être des compétences pour les enfants, typiquement savoir compter. Les faire passer en mode jeu, ça permet de donner toujours de la motivation et de l'envie de compter parce que il y a un intérêt qui est pas du tout de compter en fait. Je ne pense pas que je compte. Quand je joue à Picomino, mes enfants qui ont joué pendant tout le confinement, mes enfants n'ont pas du tout l'impression de compter. Ils ont l'impression de récupérer des petits verres et de gagner des points et d'être le meilleur de la partie. Mais au final, ils ont passé 1 heure à compter et à faire des multiplications. Donc là, on a un vrai intérêt de répétition en fait, quand on peut répéter en permanence. Sur les savoir-être, c'est parce que le jeu va permettre d'incarner pleinement quelque chose et de laisser d'être pleinement soi et de tester des choses. C'est ce que je vous disais, on a un retour sur son action quasiment immédiat ou en fin de partie, mais on peut voir le comportement qu'on a eu, la stratégie qu'on a adoptée, est-ce qu'elle fonctionne. Et donc, on est vraiment sur des compétences qui sont intéressantes à développer et qu'on a beaucoup de mal à développer en formation. Parce que si je vous dis comment une démarche commerciale, je vous dis voilà, il faut faire une découverte client, il faut poser des questions, plein de questions. Et puis derrière, il faut faire une proposition, argumenter, ensuite répondre aux objections. C'est bien, mais je vous l'ai dit et c'est pas pour ça que vous savez faire. On peut mettre en place des jeux de rôle. Jeux de rôle, il y a pour moi deux écueils. Je vais incarner le rôle que je pense être le bon. C'est-à-dire, je pense que je suis un bon commercial si je fais ça. Donc, je ne suis pas moi-même. Donc, le formateur qui va faire la médiation va faire de la médiation sur une image que j'imagine, mais pas sur moi, en fait, pas sur mes vrais besoins. Et puis, le deuxième écueil, c'est l'atteinte. Il faut vraiment sécuriser parce que ça peut être très traumatisant psychologiquement parfois, les jeux de rôle. Donc, en tout cas, le jeu, si je vous fais jouer à un jeu où vous allez négocier dans la partie, ben vous allez négocier parce que vous avez envie de gagner, vous allez oublier que vous êtes en train de négocier. Surtout si ça ressemble pas du tout à un jeu de vente. Et vous allez pourtant mettre en place toutes les étapes d'une vente. Et moi, je vais pouvoir venir faire de la médiation. En tant que formatrice, je vais pouvoir aller voir quels sont les points qui, chacun d'entre vous, sont les points de vigilance et les points sur lesquels vous devez même travailler. Par exemple, je vois vos prénoms. Hein. Sylvie, ce sera le questionnement de démarrage. Chantal, à l'inverse, c'est les objections qui bloquent. On voit bien. Donc, je vais ensuite pouvoir faire de la formation très adaptée à chacun. Et puis, je vais pouvoir vous allez vraiment porter et expérimenter et voir quand on va vous demander de changer telle ou telle chose ou par exemple de questionner plus, vous allez voir l'impact que ça a tout de suite dans le jeu. Et on est vraiment soi. Donc, et on peut rejouer avec plaisir plein de fois. Donc, ça, c'est voilà. C'est deux avantages, mais sur les jeux pédagogiques, de la médiation et ne pas mettre des jeux à tout bout de champ, ne pas mettre des jeux pour tout, pour de l'acquisition de savoir, aucun intérêt. Voilà, il y a vraiment des particularités au jeu, mais on va dire que les points forts, c'est la motivation. Et la motivation, elle vient par de la liberté dans un cadre et de l'incertitude du début à la fin du jeu. C'est-à-dire que je démarre pas la partie. Imaginez un Monopoly, vous savez au bout du deuxième tour que vous avez perdu parce que y en a qui ont 3 hôtels et vous avez rien du tout. Vous avez aucune envie de finir la partie. Donc, pour avoir de la motivation, il faut un jeu qui soit équilibré, qui suscite cette motivation. Donc, il y a beaucoup de leviers dans le jeu qui sont des forts leviers d'apprentissage. Je me tais, hein, sinon je sais pas si vous voulez que je précise, mais c'est passionnant. Non, c'est passionnant. Et enfin, là, on a déjà un peu dépassé le temps prévu. Voilà. Alors, si je peux me permettre encore une toute petite question, c'est justement par rapport on va dire aux modèles économiques qu'on peut envisager, parce que là, on a des acteurs, des formateurs, des acteurs de la formation au sein du cluster. Donc au-delà de donc toi, aujourd'hui, tu es conceptrice et formatrice sur la base des jeux. Est-ce que tu connais d'autres modèles économiques qui pourraient intéresser les organismes de formation ?
Alors, est-ce que je connais d'autres? Je n'entends pas, ça coupe. Est-ce que on pourrait envisager d'autres modèles économiques pour les organismes de formation sur l'usage du jeu? Moi, je connais effectivement, en fait, aujourd'hui, tu conçois et tu animes les jeux, mais il n'y a pas Oui. de franchise, pas tes jeux. Alors, si. D'accord. Si. Là, en l'occurrence, j'ai un jeu qui va sortir en financement participatif pour la première édition, en fait, mais D'accord. qui est un jeu sur le solution focus, D'accord. une méthode de résolution de problèmes. Oui, dont on a entendu parler au Learning Show à venir. Voilà, c'est ça. Donc là, il sort dans les semaines qui viennent. Donc on a fait toutes les étapes dont je vous ai parlé. Ça a été testé, voilà, avec différents cercles. On a fini dans des grandes entreprises. Et puis, au final, on a un jeu qui aujourd'hui est réalisable en l'état avec un guide animateur, pour le coup, mais qui demande une médiation. Donc ça, c'est possible. Et puis, il y a des jeux qui sont, pour moi, des jeux digitaux, je pense. Allez, je donne un petit conseil. Si vous voulez travailler les soft skills et notamment le travail en équipe, il y a un jeu qui s'appelle Kitchen Rush, qui est un super jeu vidéo sur, je crois que c'est Sega. Alors moi, j'étais pas très jeu vidéo, et en fait, ça permet d'optimiser le temps. Moi, je le faisais jouer, je travaillais les mêmes compétences avec un jeu plateau qui s'appelait Captain Sonar. Et en l'occurrence, on peut jouer en vidéo, on optimise le temps, et puis il y a l'attrait de la vidéo pour le coup. Mais on a toujours une médiation. Donc, on peut très bien imaginer des formats aujourd'hui virtuels où, là, je l'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps justement dans le DU, on a monté une session où on a joué sur un jeu en ligne et ensuite on a fait un débriefing d'abord par petits groupes dans des salles, puis en collectif, et on a vraiment tiré le potentiel. Enfin, voilà, on a fait ce fameux débriefing en virtuel et on a joué tous ensemble en virtuel présentiel, parce qu'on est quand même tous là en même temps à jouer ensemble. En synchrone. En synchrone, ouais. Donc, c'était vraiment... Il y a vraiment des belles choses à inventer au niveau du jeu. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce contact et cette appréhension autour d'une table, mais c'est aussi possible autrement. Merci Susan, et merci vraiment pour ce partage. Je suis intarissable, je pourrais faire 8 jours. Enthousiasmant, qui nous donne envie de retourner dans nos maisons, aller jouer avec nos enfants en tous les cas. Jouer avec vos enfants, vous leur apprenez beaucoup plus que juste de jouer. Les miens, Claire. Voilà. Vous leur apprenez à perdre, vous leur apprenez que... Alors, il faudra que tu m'apprennes comment on apprend à perdre. C'est pas grave, vous apprenez 1000 choses. On joue et on les laisse pas gagner à chaque fois, et on les fait jouer plein de fois. Les miens, ils aiment toujours pas perdre, et pourtant on est une famille de joueurs, mais ça vient avec le temps. C'est normal qu'ils n'aiment pas. Le mot de la fin, je me tais. Voilà, le mot de la fin. Mais le cluster va poursuivre son tour du Grand Ouest. La semaine prochaine, nous nous retrouvons au sein de l'hôpital universitaire de Rennes pour écouter Valérie Vergès, que certains d'entre vous connaissent. Elle nous racontera comment le digital est venu aussi au sein des hôpitaux pour accompagner les nouvelles mesures, les nouvelles formations. Voilà, ça sera notre dernier webinaire la semaine prochaine avant la coupure estivale. Et nous reprendrons des webinaires sous une autre formule pour la rentrée de septembre, un peu plus long, un par mois, sur des sujets où on en prendra le temps de creuser davantage. Voilà, l'exemple de Susan montre bien qu'en 3 quarts d'heure, c'est un peu court. Donc, on pourra creuser à la rentrée d'autres sujets. Voilà, merci à tous et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.